Bonjour à toutes et peut-être tous. Il y a peut-être des hommes aussi qui participent à cette masterclass sur le sujet impliquer les autres à la maison. Alors, on a peu de certitudes dans la vie, surtout en ce moment, mais ce dont on est sûr, c'est qu'on a tous et toutes une chose en commun, c'est qu'une journée fait 24 heures. Après, la question, c'est de savoir comment se répartissent ces 24 heures, comment on fait rentrer la vie professionnelle et la vie personnelle dans ces 24 heures sans que ça déborde de partout. La solution, une des solutions, c'est d'impliquer les autres à la maison. On peut se poser aussi la question de savoir s'il ne faut pas impliquer les autres aussi au travail, mais vous verrez que les conseils que je vais vous donner après peuvent aussi s'appliquer pour la plupart dans la sphère professionnelle. Alors, impliquer les autres à la maison, le point peut-être le plus important, c'est de se dire que impliquer, ça ne veut pas dire se faire aider. Et ça, quand on a compris cet élément-là, finalement, on a déjà une partie de toutes les solutions qui peuvent être proposées. Impliquer, c'est deux choses, c'est mettre les autres en responsabilité de ces sujets-là, et puis déléguer, c'est-à-dire en fait laisser faire les autres. Et donc on va voir pourquoi finalement ce sujet finalement se résume au fait de justement ne pas se faire aider. Et quand on aura compris pourquoi, finalement déjà les ébauches de solutions vont se dessiner et on pourra passer au comment. Et donc l'objectif dans le fait d'impliquer les autres à la maison, il est double. C'est d'abord diminuer le temps effectif, concret qui est passé sur ces tâches domestiques et familiales. Donc c'est ce que l'on fait. Et puis c'est aussi un deuxième objectif d'éviter un phénomène dont vous avez certainement tous et toutes entendu parler, qui est la fameuse charge mentale. Et donc là, c'est tout ce à quoi on pense. Donc, il y a vraiment ce que l'on fait et ce à quoi on pense. Alors cette charge mentale, c'est vrai qu'elle a été remise au goût du jour, même si c'est un concept qui existe depuis les années 80 en sociologie, mais c'est vrai qu'en 2017, il y a une dessinatrice qui s'appelle Emma, qui a fait un blog qui s'appelle « Fallait demander » et qui parle de cette fameuse charge mentale. Ce blog, il a rencontré un succès absolument énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est tous et toutes surtout reconnues dans ce que Emma a mis en image. Elle est venue raconter notre quotidien et tout d'un coup on s'est dit « Ah oui, en fait c'est comme ça que ça se passe chez moi ». Ce quotidien de femmes qui sont en fait en responsabilité de toutes les tâches domestiques. Et en fait ces dessins, ils sont venus raconter quelque chose qui n'est pas quantifiable et surtout dont on n'avait pas nécessairement conscience. Cette charge mentale, c'est vraiment le fait de se sentir responsable de toute la logistique, de tout l'agenda en fait, de la famille et de la vie personnelle, même si on n'est pas nécessairement la personne qui exécute ces tâches-là. Donc c'est vraiment ces fameux post-it mentaux qu'on a. Alors concrètement, comment ça se traduit ? C'est je m'assure qu'il y a bien quelqu'un à la sortie de l'école pour aller chercher mon enfant. Je m'assure que les affaires de judo ont bien été lavées pour le cours qui va avoir lieu. Je pense au fait qu'il va falloir emmener le médecin mon enfant chez le médecin. Et donc, est-ce que j'ai bien acheté le vaccin ? Est-ce qu'il est bien dans le frigidaire ? C'est le gala, la cantine payée, les dates de colonie pour l'inscription, savoir si c'est pas passé, etc. Donc, c'est vraiment cette multitude de post-it mentaux. Et donc, il y a eu ça a été un vrai carton, ce blog Fallait demander, parce que, en fait, ça a rendu visible une partie de notre quotidien qui est extrêmement invisibilisée et puis parfaitement internalisée. C'est-à-dire qu'on le fait sans même s'en rendre compte, à la différence des tâches domestiques elles-mêmes qui sont, en fait, c'est un peu la partie visible de l'iceberg du sujet dont on parle, et qui, elles, sont comptabilisées. Et ces fameuses tâches domestiques et familiales, ce qu'on sait à travers les chiffres qui sont produits par l'INSEE, c'est qu'en fait ces chiffres bougent très très peu et ont même, on va le voir, eu tendance à se dégrader pendant la période du Covid.
Alors, si on regarde les chiffres de l'INSEE sur les tâches domestiques, l'ordre de grandeur va vous permettre de toucher du doigt le fond du problème. Le différentiel de tâches domestiques entre les femmes et les hommes par jour, c'est environ 1h20. 1h20 par jour, c'est à peu près 10 heures par semaine de plus effectuées par les femmes. 10 heures par semaine, c'est 40 heures par mois, c'est-à-dire l'équivalent en fait d'une semaine de travail complète en plus pour les femmes chaque mois. Et donc quand on a un peu cet ordre de grandeur en tête, on comprend bien pourquoi ce sujet de la conciliation vie pro-vie perso, des tâches domestiques, c'est un sujet qui n'est pas qu'un sujet de la sphère privée, c'est aussi un sujet de la sphère professionnelle parce que l'impact sur la carrière professionnelle, il est inévitable à partir du moment où on passe tout ce temps supplémentaire. En 2018, Emma, elle a fait un nouveau blog sur un peu le pendant affectif de cette charge mentale, qui est la charge émotionnelle. Ce blog, il s'appelle Le pouvoir de l'amour. Et en fait, cette charge émotionnelle, elle vient s'ajouter à cette charge mentale. Et elle consiste à gérer en fait le confort émotionnel de son entourage, s'assurer que tout le monde va bien. Donc c'est par exemple... c'est des choses qui peuvent être toutes simples, comme le fait de penser systématiquement aux cadeaux de Noël de tout le monde, y compris de belle-maman. C'est n'oublier aucun anniversaire, c'est s'assurer que tout simplement tout le monde, peut-être sauf vous, tout le monde va bien. Et donc, cette charge émotionnelle, elle vient vraiment se combiner avec la charge mentale et les tâches domestiques. Et puis, bien évidemment, tout ce dont on parle là, c'est-à-dire ces tâches domestiques, cette charge mentale, cette charge émotionnelle, tout cela a été extrêmement renforcé pendant le confinement. Alors pourquoi ça a été renforcé pendant le confinement? Parce que pour ceux et celles qui étaient en télétravail, donc une certaine partie de la population, en fait, le confinement, c'est très différent d'un télétravail classique parce que justement, toutes ces tâches qui habituellement sont externalisées, comme les repas à la cantine, parfois le ménage quand on se fait aider, en fait, toutes ces tâches, elles ont été réinternalisées au sein du foyer et elles ont été réinternalisées de façon assez inégalitaire. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par l'INED en mai 2020, donc dans la période de confinement et post-confinement. Et cette étude révèle que parmi les parents d'enfants de moins de 16 ans et qui sont en télétravail, 47% des femmes versus 26% des hommes, donc plus de 20 points d'écart, disent passer plus de 4 heures supplémentaires par jour à s'occuper des enfants. Donc c'est un travail considérable supplémentaire et un vrai différentiel qu'on a observé entre les femmes et les hommes pendant cette période de confinement. Il y a un témoignage d'une jeune cadre de 38 ans qui dit « J'ai dû mener de front une suractivité professionnelle, ma vie de mère, de maîtresse pour ma fille de 8 ans, de prof de collège pour mon autre fille, d'intendante, de psychologue. C'est un quotidien amplifié à l'extrême. » Et ce qui est intéressant aussi dans ce que révèle cette étude de l'INED sur le post-confinement, c'est qu'en fait, à cette confusion des rôles, se superpose aussi une confusion des espaces, et toujours au détriment des femmes, puisque un quart des femmes versus 41% des hommes ont pu télétravailler dans un espace dédié où elles pouvaient s'isoler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement les femmes se retrouvaient à travailler sur la grande table familiale avec les enfants qui passaient, etc., qui venaient interrompre, avec un ordinateur qui finalement ne quitte pas cet espace commun. Et donc une difficulté peut-être un peu plus grande à déconnecter, puisqu'on sait que les femmes avaient tendance soit à moins travailler, donc finalement à ce que cette période de confinement se fasse au détriment de leur carrière professionnelle, soit finalement à travailler une fois que tout le monde était couché et donc à rogner sur leur temps de sommeil. Donc voilà un peu un constat qui peut être fait de façon générale et en particulier sur cette période de Covid. Donc on pourrait se dire que finalement ça a toujours existé, que c'est pas bien grave, surtout par les temps qui courent. Mais voilà, ce qu'on a évoqué rapidement, c'est que tout ça n'est pas sans conséquences et que finalement, que ce soit en termes de trajectoire professionnelle, encore une fois, une semaine de travail supplémentaire par mois
pour les femmes, ou même en termes de santé, puisqu'on sait que ça a un impact en termes de stress, de perte d'efficacité au travail, avec voilà, des risques éventuels de burn-out, etc. Ça a vraiment des conséquences et professionnelles et en termes de santé. Alors, une fois qu'on a dressé ce constat, on va essayer de voir ensemble quelles peuvent être les solutions. Et donc, comment faire pour impliquer les autres à la maison. Impliquer les autres à la maison, ça veut dire impliquer son conjoint, sa conjointe, ses enfants si on en a, mais aussi parfois son entourage familial, amical, c'est-à-dire qu'on peut élargir les autres à d'autres personnes que simplement le foyer. Alors, sur le comment faire, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle et que ce qui va fonctionner pour les uns et pour les unes ne va peut-être pas du tout fonctionner pour les autres. Et donc, dans les conseils que je vais vous donner, n'hésitez pas à prendre ce qui vous convient, ce qui vous parle, ce qui est évocateur chez vous de quelque chose où vous dites oui, ça peut fonctionner, et puis de laisser de côté ce qui, pour vous, ne fonctionne pas. Ces conseils sont des pistes qui sont issues des recherches en psychologie sociale, des retours d'expérience voilà, de ce que moi je peux observer avec les personnes que je rencontre en coaching ou en entreprise. Et puis parfois simplement des conseils de bon sens, parce que le bon sens, on peut avoir tendance à l'oublier, surtout en période de crise, et que simplement de les rappeler parfois peut faire du bien. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de passer de l'aide à la co-responsabilité. Alors, passer de l'aide à la co-responsabilité, il y a une étude qui a été faite par Ipsos en 2018 et qui est intéressante sur ce sujet-là, qui parle du décalage qu'il y a sur l'implication des tâches domestiques au quotidien. Et quand on regarde cette étude, parmi les chiffres qu'on peut observer, 62% des femmes sur l'implication des tâches domestiques au quotidien veulent que ça change. 62% des femmes veulent que ça change. 67% des hommes souhaitent que cela ne change pas. Donc on voit ici tout le décalage qu'il peut y avoir dans la perception de ce que ça représente. Et ce qui est intéressant aussi dans ces chiffres-là, c'est qu'une femme sur deux voudrait que son compagnon propose de lui-même un changement. Et là, on touche vraiment, je pense, au nœud du problème qui est à dénouer. C'est que finalement, il ne faut pas attendre de l'aide. Et passer à la co-responsabilité, c'est justement ne pas attendre de l'aide, mais prendre les choses en main pour qu'un changement puisse s'opérer. Alors pour ça, il y a 3 étapes que je vais vous proposer donc, pour passer vraiment à la co-responsabilité. La première étape, c'est vraiment de faire un diagnostic précis de cette répartition des tâches, c'est-à-dire en fait de vraiment conscientiser l'historique de tout ce que vous faites, parce que souvent ces tâches qui vous incombent, vous les faites sans même vous en rendre compte, en fait c'est des habitudes qui se sont insidieusement installées. Et donc, faire un état des lieux, alors on peut se dire que c'est effectivement peut-être un peu rigide, mais croyez-moi, ça a vraiment le mérite de prendre conscience de ce que c'est, et parfois même des toutes petites tâches qui peuvent sembler insignifiantes. Moi, je vais vous parler d'une expérience personnelle. J'ai 3 enfants et systématiquement, les paquets de gâteaux sont laissés vides dans le placard, comme si ça allait être remplacé automatiquement. Voilà, donc allez jusqu'à ces toutes petites tâches-là, faites vraiment un diagnostic, un état des lieux précis. La deuxième étape, c'est de communiquer. C'est-à-dire, faites savoir que justement, il n'y a pas de petits lutins qui viennent remplacer les paquets vides par des paquets pleins et que c'est bien quelqu'un qui le fait. Donc, communiquez, faites part de vos émotions et faites part de vos émotions et de vos besoins sans attendre que l'autre ou que les autres, en fait, devinent. Souvent on se dit mais en fait ils vont bien voir que je suis épuisée et que j'en fais des tonnes, mais non, en fait la nature humaine n'est pas faite ainsi. Et si vous ne dites pas que vous faites toutes ces choses-là et que peut-être ça vous épuise, peut-être que c'est trop et que finalement c'est compliqué, les autres ne le sauront pas nécessairement. Donc deuxième étape, vraiment
communiquez et dites quels sont vos besoins et vos émotions. Et puis, troisième étape, c'est de mettre en place ensemble un plan d'action. Alors, on peut se dire que c'est pas très glamour de mettre en place un plan d'attaque, un plan d'action, mais ça a le mérite, encore une fois, de poser les choses clairement. Donc, ce plan d'action, c'est y compris, bien sûr, avec les enfants. Quand je dis les enfants, ce sont bien évidemment les filles et les garçons, mais les éduquer aussi au fait que tout ne repose pas sur vous. C'est aussi leur permettre à eux de devenir plus tard des adultes qui auront conscience de cette répartition des tâches domestiques et familiales. Donc, faire un diagnostic, communiquer et puis mettre en place un plan d'action. Un petit point sur le fait que c'est vrai que ces conseils-là s'appliquent, on va dire, dans le cadre où on est dans une famille avec un conjoint ou une conjointe. Si on est dans une famille monoparentale, ce qui arrive à beaucoup de personnes, il faut essayer, dans la mesure du possible, de se construire des réseaux solidaires avec les amis, les voisins, les parents, pour ne pas faire en sorte que toute cette charge ne repose pas sur une unique personne. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de déléguer. C'est vraiment... Alors, on va dire que c'est une condition, finalement, pour cette co-responsabilité. Déléguer, quand on regarde la définition du mot déléguer, elle est intéressante parce que déléguer, c'est transmettre une partie de son pouvoir. Et là aussi, c'est important de comprendre que du côté des femmes, il faut accepter de lâcher une partie de ce pouvoir. Alors, ce pouvoir sur la sphère privée, il s'explique historiquement. C'est vrai que les femmes étaient écartées du pouvoir politique, du savoir, de tout un tas de lieux de décision. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Les femmes votent, les femmes travaillent. Alors même s'il n'y a pas encore la parité, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, il n'y a plus de raison finalement que le seul endroit où les femmes peuvent exercer leur pouvoir soit la sphère privée. Donc vraiment, pour déléguer, il faut accepter de lâcher une partie de ce pouvoir. La question qu'il faut se poser pour arriver à déléguer, c'est finalement de se demander si vous n'êtes pas d'une redoutable exigence qui finalement peut décourager quiconque de faire quelque chose dans la famille. Ça a été très bien montré par le sociologue Jean-Claude Kaufmann dans la trame conjugale, analyse du couple par son linge, où il est allé en fait observer au sein des couples, qui en fait s'occupait du linge. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était vraiment une chasse gardée des femmes qui ne laissaient pas faire finalement les autres, alors les hommes, les enfants, etc., parce qu'elles s'étaient appropriées cette fonction du blanchissage en estimant que les autres ne feraient jamais aussi bien qu'elles. Là aussi, vous pouvez en fait montrer à vos enfants, là aussi, moi dans mon expérience personnelle, en fait, les enfants, ils disaient « j'ai plus de t-shirt, j'ai plus de caleçons, j'ai plus de chaussettes ». Et au bout d'un moment, j'ai dit « vous allez apprendre aussi à laver vos caleçons, vos t-shirts, vos chaussettes ». Donc, je les ai réunis tous les trois, filles et garçons. Et je leur ai expliqué comment fonctionne une machine à laver le linge. Alors, oui, je fais encore plein de machines, mais ils ne sont pas coincés si jamais les machines ne sont pas faites par moi ou par quelqu'un d'autre. Et ce qui est important dans le fait de déléguer, c'est finalement de faire confiance aux autres et de se dire que ce qui compte, c'est pas tant, on va dire, la façon dont ça va être fait, mais le résultat, c'est-à-dire le fait que les autres prennent en charge concrètement ces tâches-là. Troisième conseil, abandonner son idéal de perfection. Alors ça paraît simple à dire, c'est souvent très compliqué à faire, parce qu'on a envie de tout bien faire dans un temps réduit et finalement d'être cette espèce d'injonction d'être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne professionnelle, une bonne fille, une bonne belle-fille, d'être finalement parfaite partout. Alors je vais vous le dire, la femme parfaite, l'homme parfait, tout ça, ça n'existe pas, la perfection n'existe pas. Et donc il faut accepter un peu de lâcher cet idéal de perfection. Et pour ça,
il faut vraiment prendre conscience de l'avantage caché de cet idéal de perfection. Cet avantage caché, c'est en fait de se sentir toute puissante. Quand je ne suis pas à la maison, tout part en sucette, le ménage n'est pas fait, les enfants mangent des pizzas, c'est n'importe quoi. Et donc, en fait, finalement, on se sent flatté d'être indispensable. Et ça crée un peu une injonction paradoxale, c'est-à-dire qu'on voudrait en faire moins, mais être indispensable, ça fait du bien à l'ego. Donc, prendre conscience de cet avantage caché, c'est une des pistes, on va dire, pour lâcher un peu cet idéal de perfection. L'autre piste que je peux vous donner, c'est un simple mot, c'est de remplacer le perfectionnisme par l'optimalisme. L'optimalisme, c'est faire au mieux avec ce qu'on a au moment où on le fait. Et quand on a en tête ce mot-là, parfois ça fait du bien et on se dit ok, c'est pas parfait, mais là je peux pas faire mieux et c'est comme ça. Et ça permet aussi de lâcher un peu justement ce côté, cette quête qui ne peut jamais aboutir de perfection. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de lâcher prise. Alors là aussi, c'est un terme un peu galvaudé, on dit lâcher prise, c'est pas si simple que ça de lâcher prise et je vais vous donner 2 techniques pour ça. La première technique, c'est ce qu'on appelle la décentration dans le temps. C'est de se demander quelle importance ça aura si je ne fais pas cette tâche-là dans 1 an, dans 5 ans. Quelle importance ça aura, par exemple, si je ne fais pas un gâteau maison pour l'anniversaire de mon enfant alors que je suis débordée de partout? Quelle importance ça aura dans 1 an si je vais acheter un gâteau en bas de la maison? A priori, vous pouvez vous dire que ça n'a pas beaucoup d'importance et que vous pouvez lâcher cette tâche-là. Mais cette question, elle permet aussi de prioriser et de faire des choix conscients. Quelle importance ça aura dans 1 an si je ne vais pas au gala de danse de mon enfant qui a préparé ça pendant 1 an? Je peux me dire que dans 1 an, ça aura de l'importance. Et donc, je fais des choix, je priorise. Et oui, je vais aller faire ce gala. Donc ça, c'est la première technique pour finalement, on va dire, lâcher prise et puis prioriser aussi et faire des choix conscients. La deuxième technique, c'est un peu d'organiser son incompétence domestique, c'est-à-dire qu'on est vraiment les championnes de tout ça, de ces tâches domestiques, du linge, on l'a vu, et de toutes ces autres tâches. Mais parfois, simplement dire, en fait, là, non, je ne sais pas faire. Je n'ai pas trouvé la bonne marque de dentifrice, mais voilà, tu peux aller aussi faire les courses et peut-être que toi, tu vas trouver la marque de dentifrice qui te convient. Moi, je ne l'ai pas trouvée. Donc, vraiment organiser votre incompétence domestique, y compris avec les enfants, et laisser faire les autres ce qu'ils ont envie d'obtenir ou d'avoir. Le conseil suivant, c'est d'apprendre à dire non. Et d'apprendre à dire non, c'est en fait désapprendre à dire oui. Là, c'est vraiment quelque chose qui en fait touche à la façon dont on éduque les petites filles et les petits garçons. Donc c'est vraiment une socialisation construite et qui est genrée, c'est-à-dire qu'on n'éduque pas de la même façon les petites filles et les petits garçons. Ils ne jouent pas au même jeu, ils n'ont pas, voilà, dans les livres, les petites filles et les petits garçons ne sont pas représentés de la même façon. Et ce que les études en sociologie dévoilent, c'est que vraiment, du côté des petites filles, on leur apprend à être polies, serviables, à ne pas se mettre en colère. Et donc, on ne sait pas dire non parce qu'on ne nous a pas appris, peut-être parfois, à dire non. Et puis qu'on a peur de dire non. On a peur des réactions de l'autre, on a peur de passer pour une égoïste, on a peur du conflit, on a peur de décevoir. Et donc, apprendre à dire non, c'est identifier ses peurs et faire en sorte de les mettre un peu à distance pour finalement dire non aux autres pour pouvoir se dire oui peut-être à soi. Le conseil suivant que je peux vous donner, c'est de parler avec votre conjoint de ce qu'il peut faire lui de son côté. Ce qu'il peut faire lui de son côté, c'est parfois s'informer sur les dispositifs que son entreprise propose pour les gardes d'enfants, pour les jours enfants malades, etc. Là aussi, les études sont intéressantes parce qu'elles révèlent que quand des dispositifs existent et quand on peut y avoir accès, les femmes en fait sont beaucoup mieux informées sur ces dispositifs que les hommes qui y ont aussi droit.
Donc, discutez-en avec votre conjoint et de voir si lui aussi peut bénéficier de dispositifs qui peuvent permettre de finalement s'impliquer à la maison, dans ses tâches domestiques. Et discuter avec lui aussi de cette culture du présentéisme qui est très présente chez les hommes et très pesante aussi pour les hommes, parce que finalement, ils ont aussi une injonction de réussir professionnellement, d'être ambitieux nécessairement, d'être très très disponible pour leur travail, et échanger avec lui sur cette culture présentéiste et du poids que ça peut représenter, et peut-être essayer de s'en défaire un peu, c'est peut-être aussi lui permettre de s'en détacher un petit peu. Les 2 derniers conseils que je peux vous donner, et après je regarderai s'il y a des questions. Les 2 derniers conseils que je vais vous donner, c'est peut-être de rechercher l'équité plutôt que l'égalité ou même la parité à tout prix. L'équité, c'est vraiment le sentiment que c'est juste. Et on s'est rendu compte que, notamment dans ce qu'on appelle les couples à double carrière, c'est-à-dire où les 2 travaillent, ont des responsabilités, ce qui fait que dans ces couples, ça fonctionne bien, c'est justement cette équité, c'est-à-dire ce sentiment que c'est juste, c'est-à-dire que dans la discussion que les 2 ont eue ensemble, quel que soit le sens où ça se passe, que dans la discussion qu'ils ont eue ensemble, ils se disent « Ok, cette répartition me convient, te convient, pour moi c'est juste ». Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement égalitaire, voire même paritaire, mais ça fonctionne pour les 2 et ce sentiment que c'est juste. Et puis, dernier conseil, c'est en fait d'avoir, c'est ce que moi j'appelle la stratégie du petit pas. C'est pas vouloir tout révolutionner en une fois, se faire table rase de tout ce qui se passe. On ne change pas 2000 ans d'histoire d'un coup de baguette magique et de construction sociale d'un coup de baguette magique. Et il faut avoir l'humilité de se dire que oui, peut-être que ce que je vais mettre en place ne sera pas idéal, mais que petit à petit, avec ces stratégies du petit pas, je peux finir par arriver à impliquer un peu mieux et un peu plus les autres, donc les conjoints, les enfants et même plus à la maison. Voilà ce que je peux vous proposer comme conseil. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder s'il y a des questions et voir si je peux y répondre. Alors, les questions sont écrites en très très petit, donc je suis obligée de mettre des lunettes. Alors, j'ai formé tout le monde, je vous dis ce que je lis. Si c'est juste une question de pouvoir, une chasse gardée, je refile ça avec un grand plaisir. Allez-y, vous allez voir, ça fait du bien. Marie qui nous dit « J'ai formé tout le monde à faire les lessives, et moi aussi, et c'est vrai, ça fonctionne. Et à étendre le linge et à repasser, je n'en fais plus une seule à part celle de mon linge. » Alors, je dirais plutôt responsabiliser. Effectivement, l'idée, c'est quand je dis passer à cette co-responsabilité, c'est vraiment responsabiliser parce que cette charge mentale, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est être en responsabilité d'eux. Donc, c'est vraiment faire en sorte que les autres se sentent aussi responsables d'eux. Et parce qu'effectivement, les responsabiliser, c'est faire en sorte que dans leur vie future, nos enfants, étudiantes et plus tard, ils devront bien le faire. Donc voilà, finalement, on leur donne des outils. Et les injonctions, alors effectivement, les injonctions de ce type, donc de savoir si je culpabilise un peu, l'idée c'est, alors j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il faut vraiment essayer de ne pas culpabiliser. Tout ne repose pas sur vous et je pense que cet optimalisme dont je parlais, c'est-à-dire faire au mieux avec ce qu'on a, peut permettre de justement ne pas culpabiliser. Et donc, sur le point de l'équité, mais quand on est allé du mauvais côté pendant de longues années, comment revenir à l'équité sans devoir attendre trop longtemps ? C'est peut-être revenir à ce que je disais au début, c'est-à-dire de
de faire un état des lieux. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu psychorigide de se dire je vais faire la liste des tâches et puis je vais regarder ce que je fais, ce que fait l'autre, etc. Mais ça permet de vraiment de se rendre compte de ce qui est internalisé sans qu'on s'en rende compte et de permettre à l'autre aussi de s'en rendre compte. Et du coup, de passer à cette étape qui est indispensable, qui est vraiment la communication, c'est-à-dire ne pas attendre que l'autre voit bien qu'on est épuisé et qu'on n'en peut plus et que c'est beaucoup. Et donc d'exprimer voilà, ses ressentis, ses besoins et de pouvoir échanger, parce que tout ça reste dans l'idée d'un échange et pas justement d'imposer en disant maintenant c'est comme ça. Ça reste une construction qui se fait à 2, à 3, à 5, voilà, selon le nombre de personnes impliquées à la maison. Mais voilà, tout ça est une histoire de communication non violente. Et voilà, avec cette communication, on peut aboutir à des résultats, mais voilà, en se disant qu'effectivement, on ne peut pas tout changer tout d'un coup avec une baguette magique. C'est encore une fois, c'est 2000 ans d'histoire de construction sociale qui pèsent voilà, sur la façon dont ça s'est mis en place. Donc il faut accepter que ça puisse prendre peut-être un peu de temps. Voilà, je regarde s'il y a d'autres... Bon, ben voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ça, cette masterclass en live. Et je vous laisse continuer le forum avec d'autres interventions.